Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir de nouveau nombreux à regarder cette autre édition de Face à l'actu. Ce soir, nous allons évidemment grandement parler de la forêt d'Ebo dans le département du Cam, ici région du littoral. Mais Face à l'actu, c'est aussi l'occasion de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine, tels que traité par la rédaction de STV. Cette semaine, on a eu le Premier ministre chef du gouvernement qui s'est rendu dans la région du Sud-Ouest pour évoquer les mesures, la mise en œuvre des mesures prises lors du grand dialogue national. Il y a eu ce forum entre les CAM et les différents acteurs politiques et de la société civile autour de l'organisation des élections. Débat des parlementaires, la déclaration de la Commission des droits de l'homme à l'occasion de la journée des actes d'état civil. Bref, on en parlera grandement dans cette émission. Tout comme je l'ai dit, nous reviendrons sur un sujet qui date peut-être depuis plusieurs années, mais dont la récurrence ces dernières années est fort marquante depuis que le Premier ministre chef du gouvernement a signé un décret classant la forêt d'Ebo en UFA, unité forestière d'aménagement. Et pour nous conduire dans la compréhension de cette thématique, nous avons la présence dans ce studio de Sa Majesté Jean-Paul Zinga, qui est chef supérieur du canton Lok-Nanga. Si je l'ai dit, c'est dans le département du Cam. Il est par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Maître Zinga, donc, est dans ce studio. Singa, pardon, est dans ce studio. Singa, c'est comme ça que ça se prononce. On n'appelle pas celui-ci. Singa, voilà. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, monsieur Dipita. Je présume que là, vous disiez bonsoir à... Tout à fait. À la grande communauté Banen et à tous mes frères et sœurs d'Ignanga. D'accord. Voilà, et à tous mes frères également de l'arrondissement de Yingui, notamment mon frère et ami Sa Majesté Camille Lompi, qui est à Paris. Merci mon frère et bonsoir. Je rappelle que vous êtes également, je l'ai dit, avocat au barreau du Cameroun depuis combien d'années? Plus d'une trentaine d'années bientôt. Ok. Vous êtes spécialisé en affaires Tout à fait. Je suis diplômé en droit des affaires. Bon, maintenant, dans le cadre de certains dossiers, j'interviens dans certains domaines précis. Voilà. Alors, vous êtes chef du canton, chef supérieur du canton Lok-Nanga, c'est à Yingui, dans le département du Cam. Là également, depuis combien d'années? Depuis bientôt une dizaine d'années. Je rappelle que vous avez d'autres casquettes, président du conseil des chefs de l'arrondissement de Yingui. Tout à fait. L'arrondissement de Yingui compte 56 chaufferies. D'accord. Et il y en a 5 chaufferies supérieures et 51 chaufferies au 3e degré. Vice-président du comité d'arrondissement de Yingui, comité de développement de l'arrondissement de Yingui également. Tout à fait. C'est une structure mise sur pied par des autorités locales en vue de rassembler tous les fils et filles de notre arrondissement dans le sens de la mobilisation pour le développement. Étant donné que Yingui est enclavé, nous avons des problèmes les plus difficiles à résoudre, au-delà des efforts faits par l'État et la mairie. Les autorités locales, notamment M. le sous-préfet, ont pensé qu'il fallait une structure d'appui et d'accompagnement de tous les efforts faits par l'État et la mairie. On parle de l'enclavement, on peut découvrir ces quelques clichés. Vous pouvez nous en dire? Oui, il s'agit de la... Il y a des routes qui vont chez vous là? Oui, c'est une route, c'est une piste qui mène effectivement dans le canton de Lok-Nanga. C'est un pont qui était totalement détruit et qui était particulièrement dangereux. Donc là, il s'agit, après avoir mobilisé les populations, financer l'achat des madriers. Vous voyez que nous procédons au remplacement des... N'est-ce pas les pouvoirs publics qui le font? C'est vous-même qui réhabilitez? Non, c'est nous-mêmes qui réhabilitons en ce qui concerne au canton de Lok-Nanga. À un moment donné, c'est nous-mêmes qui faisons ce travail. Parce que sinon, la route était coupée et très dangereuse. Parce que là, vous voyagez avec votre épouse, vos enfants, vos frères du village, et après, vous apprenez que le port s'est écoulé avec une communauté. Donc, il fallait mettre la main. Là, Dieu merci, c'est un pont que l'État a réalisé il y a 5 ans en matière définitive, qui est la limite entre l'arrondissement de Bassok et l'arrondissement de Yingui. Et ce pont a été fait sur le budget de l'arrondissement de Yingui. Et c'est la limite. Le budget de la mairie? Le budget de la mairie. BIP. Et l'histoire de ce pont est que il s'appelle Nonon,
en Tounen, en langue Baden, et Ounga en langue Bassa. Et ce pont a été conçu sur la piste faite par un forestier il y a 40 ans. La piste que vous voyez n'est pas une piste construite par l'État. C'est un forestier qui a laissé cette piste il y a 40 ans. Et c'est sur cette piste que l'État a construit ce pont. Il y a un deuxième pont qui est plus important. Ce pont a coûté 100 millions. Il y a un deuxième pont à 4-5 km sur le Boum. Ce pont a coûté 100 millions. Oui, ce pont, oui. Parce que vous le voyez, il a coûté, je veux dire, entre 85 et 100 millions en réalité. C'est le coût de ce pont. Oui. Parce que la matériau définitif. Le coût du matériel est plus élevé dans notre zone. Parce que d'abord, il n'y a pas d'éducateur. Zone enclavée. Zone enclavée. Là, le transport d'un sac de ciment de DA à Lournanga, c'est 4 000 francs le transport seul. Donc, un sac de ciment de DA à Lournanga coûte autour de 8 à 9 000 francs. Voilà pourquoi. Et là, tous les camions, les véhicules qui s'aventurent à Villa Lournanga, naturellement, en saison pluvieuse, connaissent des pannes énormes. Sans compter, sans oublier qu'ils peuvent ne plus rentrer. Absolument. Immédiatement, parce que les pannes, les véhicules s'embourbent, parfois quittent la piste. Voilà. Alors, avocat au barreau du Cameroun, chef supérieur de canton, président du comité de développement, président du conseil des chefs de l'arrondissement, j'ai dit vice-président du comité de développement. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup pour vous seul, tout cela? En fait, je me pose souvent cette question, mais bon, voilà, mais c'est la profession, il faut avoir un gagne-pain. Bon, j'ai aimé la fonction d'avocat, qui était l'antichambre de celle d'enseignant, que j'aime également. Okay. Bon, maintenant, pour les autres fonctions, elles sont des fonctions de représentation, mais puis il faut y mettre du temps. Bon, là, quand vous acceptez cette fonction, vous comprenez que vous n'avez plus trop de distractions. Vous ne pouvez plus voyager. Là, c'est fini, ça, le voyage, c'est fini. Pas de congé, pas de voyage, pas de week-end. Il faut toujours... Là, vous vivez au village même ou vous êtes à cheval entre... À cheval entre le village et la ville. Et les activités À cheval entre le village, la ville de Douala où je travaille et l'arrondissement de mon arrondissement. Essayez un peu de nous présenter une forme de... Je veux dire, si vous voulez intéresser les touristes, que leur diriez-vous? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Une forme de présentation? Combien de communautés? Combien d'âmes? La localisation? L'accès? Le canton de Nanga est un don de Dieu. Nous avons une chute qui est unique, qui s'appelle Nyagnac. Okay. C'est la raison pour laquelle le désenclavement de notre canton est une nécessité absolue. Si nous avons une piste qui arrive sur la chute de Nyagnac, je pense que ce sera le décollage, une autre voie pour assister au décollage économique de notre localité par ce site touristique. Naturellement, nous avons une population qui est très sympathique. Tout le monde qui arrive est très bien accueilli. Comme à l'accoutumée, le peuple baden, surtout les Dignanga, sont des gens très très paisibles. Maintenant, où sommes-nous? C'est la question qui est essentielle pour même parler de la forêt de Bon. D'accord. Où se situe le canton d'Onanga? Comment on y accède? Comment vit-on là-bas? Et quels sont les efforts faits par la communauté qui y vit? Le canton d'Onanga se trouve à 170 km de Douala. Ok. C'est la même distance que mon ami qui se trouve à Gormapouvi, après Boumiébel. Ok. Celui qui va à Gormapouvi fait 2h30, il y va à toutes les heures de la journée. À toutes les saisons aussi. Toutes les saisons. Parce que la route est parfaite. Celui qui va à Lourdanga paye 8 000 francs. Partant de toi là. Il arrive d'abord à Edea. S'arrête à Edea, ou seulement. Pourtant, Lourdanga dépend de l'arrondissement de Yingui. Mais entre Yingui, l'arrondissement de Yingui, et le canton de Lourdanga, il y a 40 km. Mais une piste de 10 km n'a jamais été ouverte. Raison pour laquelle Lourdanga, qui se trouve à 40 km du chef de l'arrondissement, au lieu de passer par l'arrondissement de Yingui, nous sommes obligés de passer par, nous sommes obligés de traverser 9 autres arrondissements. Donc nous passons par, si nous partons de Douala, nous traversons l'arrondissement de Douala 4e, Douala 5e, l'arrondissement de Dibamba, aider à 1er, aider à 2, l'arrondissement de Mboué, l'arrondissement de Pouma, l'arrondissement de Massouk, pour arriver chez nous à
En combien d'heures sensiblement? De 150 km, nous avons 50 km non bitumés. Et nous faisons en saison sèche minimum 5 heures. En saison de pluie actuellement, c'est la croix et la bannière. C'est entre 8 et 10 heures. Sans compter les pannes innommables des véhicules. Absolument. Innommables des véhicules. Et en termes de communauté? En termes de communauté, le canton d'Ona compte 12 villages. D'accord. Et nous avons 12 villages. Et nous avons un village que j'aime beaucoup citer, c'est le village Dixen. Dixen, c'est-à-dire c'est les Ndoxen, en Bassa, qui sont établis dans le Yongkele, et qui sont également établis dans le pays Boulou, qui sont appelés également les SE. Les Ndoxen, les Dixen de Chemois, en Dignanga, ne se marient pas. Il n'y a pas de mariage entre les Ndoxen, avec les Ndoxen et les SE. C'est la même communauté. D'accord, mais c'est des régions différentes. C'est pourtant des régions différentes, mais de la même origine. D'ailleurs, c'est une localité, on le dit, qui est à cheval entre le littoral, le centre. Oui, non, nous ne sommes pas à cheval du littoral, le centre. Non, je veux dire Non, disons que c'est le mouvement de population. D'accord. Pendant des années, des siècles. Des siècles. Voilà. D'accord. Alors, et dans tout cela, comment vivent les populations quotidiennes? La vie. Quand vous n'avez pas d'accès, la vie est très, très difficile. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a quelques forages, mais qui, compte tenu de ce que il faut les entretenir. Les administrateurs des marchés d'entretien ne sont pas de cours par les rues. Absolument. Ils n'acceptent pas venir là où les frais de transport vont engager tout le coût du marché. Donc c'est très, très difficile. On n'a pas de centre de santé, on a difficilement d'eau potable. On est obligé d'aller pendant les cantons voisins. Bon, naturellement, on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'électricité. Pourtant, nous sommes à 26 km du barrage de Sordoudou, qui est notre passage par route obligé. D'accord. Donc, mais je ne peux pas, il faut être honnête pour reconnaître que l'État, même la mairie, ont entrepris de nombreux projets pour que l'énergie hydroélectrique passe par le canton Lonanga afin de desservir l'enseignement de Yigué. Pourquoi pas? Mais c'est très difficile. Lorsque nous avons des malades à Dourdanga, il faut attendre une occasion ou alors porter le malade dans un pousse-pousse ou dans une brouette. À ce point-là. À ce point, oui. C'est la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas hier. C'est la réalité jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc, et pour le prochain centre de santé se situe à Massok avec 6 km. Après, nous sommes à 50 km à l'hôpital de Sakbaïmi. Après, nous sommes à 70 km à l'hôpital de Tis de Pouma. Et à une centaine de kilomètres de l'hôpital régional de Déa. Voilà. Parfois, on est obligé de porter le malade sur une moto avec des risques de chute. Bon, voilà. Bon, n'empêche que votre village donc, est dans une zone, votre canton est dans une zone forestière importante. J'ai failli dire sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la faune, sur le plan de la forêt, sur le plan et même des espèces animales d'une certaine rareté. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Je pense que lorsqu'on parle, je voulais vous dire cela en termes de l'émission, lorsqu'on parle d'un canton, d'une communauté, c'est très délicat parce que la communauté est duale. Absolument. Elle a à la fois une institution familiale qui regroupe des personnes liées par le sang, donc des personnes éternellement liées. Donc nous sommes dans un clan. Nos parents y étaient, nous y sommes. Après, nos enfants resteront dans ce clan. C'est difficile de parler des affaires d'un clan en public. Également, le canton est une institution publique, de par ses missions de service public. Absolument. En tant qu'auxiliaire, le chef est un auxiliaire d'administration. Donc, tout ne peut pas être dit. Et comme j'aime le dire, on ne gère pas les problèmes d'une communauté, d'un canton, à travers les réseaux sociaux et les médias. À ce qui concerne la biodiversité, la forêt des bois, c'est toute une longue histoire. Nos parents, moi j'ai les archives
de mon canton qui date de 2020, et de 1920, donc de plus de 100 ans. Les archives écrites, j'ai dit écrites, par l'administrateur colonial. À l'époque, le canton de Lunanga était appelé région de Lunanga. Quand l'administrateur colonial effectuait ses visites, ses tournées, j'ai des écrits. Et je me suis amusé un jour de confronter ces écrits avec la désignation d'un chef en 1938. J'ai regardé les archives, le rapport de cet administrateur colonial. Je suis allé aux archives nationales. J'ai trouvé que le canton de Lunanga à l'époque s'appelait groupement également. Donc, le canton de Lunanga, c'est ce groupement qui comptait déjà ces 12 villages depuis plus de 100 ans. Pardon. 100 ans. Et à l'époque, en 1920, le canton de Lunanga comptait plus de 2000 âmes. En 1920, le censurement fait. C'est lorsque vous lisez les archives que vous constaterez qu'à l'époque, que vous découvrirez qu'à l'époque, même les femmes payaient l'impôt. Payer l'impôt. Les femmes payaient l'impôt. Les épouses, les femmes payaient l'impôt. Quel type d'impôt? L'impôt forfaitaire. D'accord. L'impôt forfaitaire, peut-être le taux était différent par rapport aux hommes. Les femmes payaient l'impôt. C'est écrit noir sur blanc. Et le canton de Lunanga, lorsqu'il est situé, en géographie, parlant de la biodiversité, nos parents ont toujours vécu de la chasse. Rien d'autre. Et d'agriculture de subsistance. Et parfois, ils faisaient une petite agriculture qui leur permet d'aller voir des palmistes et un peu de cacao à l'époque, ouais. À Sombengue, qui était un grand marché à l'époque. Sombengue, les palmistes, le cacao. Après, lorsque le maquis arrive dans les années 60, il y a un arrêté préfectoral du préfet Congo de l'époque, Congo Ferdinand, qui déclare le canton de Lunanga et d'autres cantons dans le maritime, le canton d'Otuna à Yingui, dans le Yingui, sous l'interdite. Toutes les populations étaient obligées de sortir de terroir. Bon, et puis, la triste histoire est que quand vous sortiez du terroir, soit vous allez dans un groupement en Gambé, soit alors vous allez directement en prison à Edea, où il fallait qu'un de vos parents vivant à Douala, je vous prenne comme garant, afin de rassurer l'administration que vous rentrez. En réalité, en dehors de cette localité, les familles ne sont pas reconstituées. Elles ont intégré d'autres familles. Non, pas intégré. C'est-à-dire que c'était des communautés qui étaient regroupées dans une localité que l'État devait contrôler. Okay. Parce que là, l'État devait rentrer dans nos terroirs pour en finir avec le maquis. Absolument. Donc il fallait éviter les dégâts collatéraux, tels que la mort des personnes non combattantes. Donc après cela, vous voyez, après 60 ans, malgré les efforts que nos parents ont fait pour retourner, les arbres ont poussé. Donc, les arbres ont beaucoup poussé et la biodiversité s'est développée. Bon, cette affaire de la forêt des Bons commence en 2006. 2006. 2006. D'accord. Où certains ONG décident de faire de nos villages, desquels nos parents ont été sortis pour la pacification de la zone pendant le maquis, on décide donc que nous ne devons plus rentrer dans nos villages. Et que nos villages doivent être une réserve de gorilles et de grenouilles. Voilà. Ça veut dire que vous êtes sortis pour des raisons d'État de votre terroir en 1963. 50 ans après, les ONG vous disent vous ne pouvez plus y rentrer. Et même si vous y rentrez, vous devez habiter hors de la zone de protection des gorilles. Parce que les gorilles n'aiment pas la présence humaine. Donc c'est devenu une réserve. Une réserve. Les combats ont été menés en 2006 afin que cette expropriation n'arrive pas. Parce que là, on devenait apatride. On ne devait plus avoir de village du tout. Nous devions continuer à être à Bopi, à Newbel, à Bonepoupa, dans la zone de PK, à Loum, à Équité, etc. Où aujourd'hui, une diaspora assez importante de Lunanga se trouve. Si vous allez à Loum, à Équité, à Edea, aux Côtes, à Karazok, même à Pouma, vous trouverez une forte communauté de Lunanga là-bas. Donc, dans la zone de PK, à partir de PK 17, PK 20, jusqu'à Bonepoupa, c'est des badins de Lunanga qui sont là-bas. Donc, vous trouverez cette situation
où les ONG décident de créer un parc. Ça n'a pas eu lieu. Mais les ONG n'ont pas lâché. Elles ont continué à fréquenter notre localité. Moi, je les reçois tous les jours. Ce sont nos amis. Chaque fois qu'il y a des réunions, on y participe, on donne nos contributions, on émet nos avis. Bon, mais on ne savait pas que les ONG avaient maintenu toujours leur idée de faire de chez nous un parc. Bon, pendant que le parc n'a pas eu lieu, en 2020, nous apprenons qu'il y a un décret du Premier ministre qui fait de cette forêt une forestière aménagée. On va en parler dans une minute. Je vous suggère, pour respecter un peu le chronogramme de l'émission, qu'on prenne le premier reportage. On va aller du côté de la région du Sud-Ouest, où le Premier ministre, chef du gouvernement, y a fait un tour. Il s'agissait avec les locales et les populations locales et les acteurs de ces lieux de faire une évaluation des résolutions ou de la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national. Reportage. It was all satisfaction from Boya and its environs as strategic guidelines have been arrived at to crown the 5th steering committee of the follow-up session of the recommendations of the Measure National Dialogue. The degree of emphasis between August 11 to 12 has been the recovery of economies of the Northwest and Southwest regions, which have suffered the ravaging effects of the crisis. In the Southwest region, farm-to-market roads rehabilitation works was considered priority to facilitate the agric structure. An in-depth assessment of employment numbers was done, with the Cameroon Development Corporation highlighted to have lost workers who fled in the midst of the crisis. Tax revenue collection, infrastructural development, and the execution of public investment projects was also tabled. Tracking economic progress, the Prime Minister, Head of Government John Gute, said was imperative within the framework of implementing the recommendations of the Measure National Dialogue to inform the effectiveness of measures implemented and also shed light on challenges slowing down work. The decentralization process was equally touched, as well as the reintegration of ex-fighters and management of internally displaced persons. The resolutions arrived at is geared at enabling government to reshape her policies and redirect actions towards better economic and social recovery in both regions. The governor of the Southwest region, the senior divisional officer, regional and municipal councillors all made up part of the 5th steering committee meeting in the town of legendary hospitality, Boya. Retour sur ce plateau. Majesté, je voudrais savoir comment on accède à votre je vais dire quoi, grade de notabilité. Vous êtes chef supérieur. Voilà. En principe, l'accès à la chefferie au fonceau cheval est réglementé par le décret de 1977. D'accord. Voilà. Il y a naturellement, en principe, le chef est choisi dans la famille, dans les familles appelées à exercer le pouvoir commandement, le pouvoir traditionnel. Absolument. Donc la famille présente son candidat et puis si c'est à chevaux de 3e degré, des familles choisissent le chef. Si c'est au niveau de la chefferie du canton, bon, les chefs de 3e degré sont consultés à cet effet. D'accord. Venons donc au décret dont vous parliez. Il y a eu le décret de 2020, signé par le Premier ministre, vous disiez. Le décret de 2020 créait l'unité forestière d'aménagement UFA 07006, voilà. Et je l'apprends en début février. Et c'est un de mes chefs qui avait déjà assisté à 2 réunions de sensibilisation relativement à ce décret, qui me dit, ah, chef de canton, mais il y a des réunions qui se tiennent. Je lui dis, mais non, attendez, chef Majesté, le chef ne court pas après les réunions. Le chef doit être invité et attendu. Donc, tant que moi, je n'ai pas reçu une invitation formelle et que je ne suis pas attendu à ces réunions, je dis, je ne m'assisterai pas à ces réunions. Et
Il me dit, mais Majesté, écoutez, il y a quand même, si jamais cette UEFA marche, le concessionnaire qui pourrait arriver, qui est pressenti, qui travaille bien, prendra du bois à l'Oudanga, un peu chez les deux voisins Bassa, et alimentera une usine qui est en train de remplacer la Solicap. Donc ça va être une activité agro-industrielle, une activité économique très très forte, qui va booster le développement de notre localité. Ah, j'ai commencé à rêver. J'ai dit, ah, s'il y a une activité pareille dans mon canton, mes jeunes enfants, mes frères, ceux qui sont à l'échelle d'emploi, l'encadrement de la formation et toutes les infrastructures en termes d'hôpital, d'école, de nouvelles technologies d'information, nous serons vraiment bien servis. Alors, bon, la troisième réunion a lieu à la demande du préfet. J'ai assisté à cette réunion en février 2020. Et je dis au préfet, monsieur le préfet, moi, en matière d'unité du FA, je n'en sais rien du tout. Mais moi, j'ai des élites qui sont des experts de développement. Il faudrait qu'à l'issue de la présente réunion, que je rentre dans mon canton, je convoque une grande réunion de chefs et des élites afin que nous donnions notre position par rapport à cette UEFA. Le préfet me dit non. Le décret peut être signé, il doit être appliqué. Et si vous avez des observations à faire, vous devez faire ici, c'est tenante. Bon, si vous voulez me voir après, ça sera pour autre chose. Ce que je vous dis là, je prends un témoin de chef de canton d'Ipita, chef de canton Camille qui... Il faut bien spécifier c'est quoi d'Ipita Gaston. Pour ne pas créer de confusion. Je ne dis pas vous, pas vous. Voilà. Chef d'Ipita Gaston, chef d'Ipita Gaston, chef supérieur de canton de Biakat et le chef supérieur de canton Yingi. Mon frère et ami, ça m'a laissé une forme de Camille. Je suis resté côte à côte. J'étais le seul à dire au préfet, cette affaire, je ne peux pas prendre position ici. Il faudrait que je retourne. Retourner à Douala, j'ai donc fait appel aux chefs, aux élites. Les chefs sont venus, certains sont venus, les élites sont venus. Nous avons dit, le décret public étant signé, il n'y a plus rien à faire. Ce que nous devons faire, c'est d'audience, à savoir que l'incorporation dans le domaine privé de l'État de cette forêt, ainsi que la possibilité qui est réservée à l'État d'avoir un titre foncier sur cette forêt construite pour des appréhensions sérieuses. Mais pour le reste, nous sommes des alliés de l'État par rapport au désenclavement de notre... Ça veut dire que le préfet, l'administration, le Premier ministre, il n'y a pas eu de concertation avec les populations? Non, attention. D'accord. Attention, je ne peux pas le dire. Il y a toujours des concertations qui sont faites parce que nous ne pouvons pas assister à tout. Donc il y a des affirmations pour lesquelles, des allégations pour lesquelles il faut éviter d'être formel. Mais ce qu'il y a là, moi je commence par le décret. C'est là où je m'arrête. Et le décret est arrivé, il fallait l'appliquer. J'ai donc fait ces réunions, j'ai tenu ces réunions, et nous avons fait part, dans le cadre de procès verbal, de nos appréhensions, que nous avons prévu à des sacs de droit au moment venu. Elles sont publiques, ces appréhensions, quelles sont-elles? Non, les appréhensions, à savoir l'incorporation de forêts dans le domaine privé de l'État et la possibilité pour l'État d'avoir un titre foncier sur ces forêts. D'accord. Alors, l'incorporation, je veux dire, faites-vous une différence entre la forêt et les terres? Ou alors, tout ça, c'est... Je pense que la lecture du décret aujourd'hui nous permet de commencer à réfléchir entre les forêts et les terres. D'accord. Entre les forêts et les terres. Bon, maintenant, ça, nous avons commencé à réfléchir. D'accord. Les forêts et les terres. Bon, maintenant, après, vous vous souvenez, en 2020, février-mars 2020, le Covid s'installe. Le Covid s'installe. Mois de juin 2020, le député Mott Samuel, le rabbin Mott, convoque une réunion de tous les badettes. Nous assistons à cette réunion et j'ai insisté pour que les doléances et les attentes de la communauté de Runanga soient prises en compte. Mais je pense que j'ai intervenu dans plusieurs médias, même dans la presse écrite, pour faire part de cette doléance-là. Bon, maintenant, ce décret de 2020 avait été retiré. Je ne voudrais pas m'élargir davantage par rapport à ce retrait, parce qu'on n'écrit pas victoire lorsqu'il y a un retrait d'un acte administratif. C'est ceux qui l'ont pris qui savent pourquoi ils l'ont retiré. Parce que quand ils le prenaient, ils n'ont pas consulté la population. Donc quand ils le retirent, ce sont pas les populations qui demandent de retirer. Absolument. Voilà.
suivez Mondegar. Absolument. Voilà. Donc, dans cette évolution, en 2000, enfin, immédiatement après son retrait, c'est le conseil municipal, l'ensemble des conseillers municipaux d'arrondissement de Yigi, au cours d'une session spéciale d'ailleurs, tous les conseillers présents, c'est le conseil municipal qui prend une résolution pour demander au chef d'État, au Premier ministre, de revenir sur le retrait de l'arrêté du décret sur l'UEFA. Tous les conseillers municipaux aussi, sous l'égide du préfet du Cap, qui étaient présents. Et je dis, n'attendez pas Yigi, qui est inaccessible, qui est un arrondissement, mais nous y avons comme conseillers municipaux, des professeurs de lycée, experts comptables diplômés d'État, diplômés d'État. Nous avons des docteurs d'État en sciences sociales, qui sont les conseillers municipaux. Parce que quand vous arrivez à Yigi, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, nous avons reçu la visite d'un gouverneur, qui est aujourd'hui un grand ministre de la République. Pendant tout son trajet... C'est qui à Saumon? Non, je ne veux pas le citer. Allons-y. Bon, je pense que... je ne veux pas le citer. Et puisque de Poupa, à l'époque, jusqu'à ce jour, jusqu'à Yigi, du carrefour d'Ibeng à Yigi, 50 km, vous n'avez que la forêt de gauche à droite. Mais quand il arrive à Yigi, il dit, mais pourquoi vous créez la pauvreté dans votre localité? Pourtant, vous êtes installé au cœur de la richesse. Mais vous avez de la forêt. Mais lorsque monsieur le gouverneur tient ce discours, il se souvient qu'à partir d'Ayos, pour aller à l'Est, c'est la forêt qui a fait la richesse et la vie dans cette localité. Pourquoi vous pouvez être assis sur une richesse et vous créez la pauvreté? Voilà l'exclamation. Donc, et lorsque monsieur Dipita, la route qui nous conduit à Yigi, chef d'arrondissement, a été faite par un forestier. La route qui conduit dans mon canton, dans notre canton de Dournaga à ce jour, c'est un forestier qui l'a faite, la piste. Mais ces forestiers-là, est-ce que les populations en bénéficient? Mais, monsieur Pita, nous avions, à l'époque, c'est il y a 40 ans, je n'étais pas encore actif. Ces routes datent d'une quarantaine d'années. D'accord. Elle avait 4 mètres ou 5 mètres de large. Aujourd'hui, elle était réduite à 1 mètre. Et c'est sur cette route-là, cette piste-là, que l'État est venu faire un pont un pont en matière définitif. Il y a un deuxième en cours. Je voudrais dire quoi? C'est-à-dire que pour nous, c'est le forestier qui nous sauve en termes de piste, en termes de désenclavement. Et l'État ne s'est pas trompé. C'est l'État qui choisit les moyens par lesquels il peut agir en termes de développement dans une localité. Donc voilà, c'est-à-dire que là où nous sommes, nous n'avons pas vraiment de choix. Si nous voulons retourner chez nous, nous n'avons pas de choix. Puisque depuis que le décret de 2020 a été retiré, 3 ans après, on n'avait pas d'alternative. Bon, sauf peut-être aller faire les routes, les pistes à la main, à la machette. Mais quand vous avez débroussaillé des herbes à la machette, vous allez couper les arbres avec quoi? Avec quoi? Pour de profiler seulement un tronçon de 10 km en terre, chez nous, c'est 2 milliards. On a tous les chiffres, on a tous les débits. Et vous imaginez, bon, je dis, et lorsque vous avez une zone dans laquelle les populations ne vivent pas, bon, si vous faites des pistes, c'est à quelle fin? S'il n'y a pas d'activité. Mais ces populations, elles s'attendaient à rentrer dans leur lieu, leur héritage, ou alors elles attendaient l'UEFA. Qu'est-ce qu'elles espéraient, ces populations? Non, qu'est-ce que nous espérions? L'UEFA, il faut le dire. L'UEFA, il faut le dire, n'est pas un dogme pour nous. Du moins, en ce qui me concerne, ce n'est pas un dogme. Moi, je suis déjà à Lournaga. Je suis déjà à Lournaga depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas attendu l'UEFA pour rentrer. Je n'ai pas attendu l'UEFA à Yigi pour rentrer, pour aller m'installer dans mon chef d'arrondissement. Mais l'UEFA ne permet pas aux populations d'accéder à ces espaces. Attendez, j'attendais M. Dipita. Je pense que la question que vous posez doit être bien claire. La réponse doit être bien claire. L'UEFA n'était pas une panacée pour nous. L'UEFA n'est pas un dogme
C'est-à-dire Un dogme, ça veut dire que nous tenons absolument à ça. Ok, non. Mais l'UEFA s'est imposé comme la solution à ce jour pour Atouchoulou. D'accord. Parce que je vous dis que l'État nous a rien proposé d'autre. Et personne ne nous a proposé autre solution. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent aux forêts communautaires ou aux forêts communales. Bon, mais ils refusent, les gens refusent les forêts communales. Parce qu'en disant que ces forêts communales ne poussent pas la population. Mais d'après ce qui nous a été expliqué, il y a 138 forêts au Cameroun. Aucune n'a donné lieu à un titre foncier. Aucune n'a donné lieu à une expropriation de population ou à une expulsion de population locale. Tout au contraire, nous avons expliqué, l'UEFA a permis aux populations d'être fixées et d'avoir la possibilité d'aller d'un point à l'autre. Et puis d'après les chiffres qui sont donnés, lorsqu'il y a des recettes de l'UEFA, 50% vont dans les caisses de l'État directement, 30% à la mairie et 20% pour les collectivités. Oui, mais beaucoup de localités qui ont bénéficié de l'UEFA en même temps. Je veux dire que quand on regarde du côté de l'Est, on ne sent pas forcément ce développement de façon certaine. Mais monsieur le député, le développement s'apprécie au cas par cas. Au cas par cas. Montrez-moi une localité où une industrie a apporté le développement. Je vais vous prendre un cas simple. D'accord. Le bar de Songloulou. Le bar de Songloulou est à 20 km de Sombégué. À 40 km, à 20 km de Sombégué. Il n'y a même pas une piste. Absolument. Vous donnez qui mène au bar de Songloulou. Absolument. Il y a 2 semaines, il y a une semaine, j'étais au village. Comment est-ce que AES Odel amène ses techniciens pour la maintenance? AES Odel vient avec des concerts climatisés. Les gars, là où le goudron s'arrête, sur le pont de la Sanag à Sombégué, et à part les gars, ce personnel reste dans le véhicule climatisé, et c'est une pick-up qui fait 20 km pour transporter le personnel. Le bar de Songloulou aurait pu développer Songloulou. Mais vous voyez qu'il n'y a même pas la piste. Donc, en fait, moi, je dis, comme disait Jacques Latour, et des soins de moment, dit, c'est la population qui développe la localité. Si une société s'installe et que la population ne s'intéresse pas à cette activité, parce que je vous dis, lorsqu'un forestier arrive chez nous, il y a des femmes qui font la nourriture qu'elles vendent. Il y a les commerçantes qui achètent un ensemble d'activités. Il y a un ensemble de ça. D'accord. Prenons le deuxième reportage de ce dimanche. On va aller du côté de Yaoundé cette fois-ci pour voir cette concertation entre Elecam et les acteurs sociopolitiques autour d'un forum. Il s'agit évidemment de mieux voir dans l'organisation des élections au Cameroun. Reportage. Ce cadre a pour objectif un milieu de concertation. Nous allons regrouper tous les désidérateurs qui viennent du terrain. Cette plateforme va être aussi élargie sur le terrain. Désormais, vous aurez les activités par trimestre sur le terrain. Et ça va permettre à ce que nous élargions beaucoup de problèmes. En ce moment, les inscriptions sont à pratiquement 7 millions de plus. Il y a beaucoup de contraintes. Nous avons pensé que pour améliorer le score des inscriptions avant les élections de 2024-2025, il fallait que tout le monde ensemble, nous puissions voir les voies et moyens pour améliorer les résultats des inscriptions sur les listes. Ainsi, d'autres problèmes qui vont agir dans la gestion du processus. Ensemble, nous devons trouver une solution idoine. L'objectif final, c'est d'amener notre pays à une situation de paix durable. Paix durant les élections, avant les élections et après les résultats. L'essentiel, c'est d'avoir un consensus général pour la paix qui est si chère pour notre pays. Cette réaction donc de Eno Abraham Egbe qui revient donc sur les enjeux de ce forum. Je sais que vous voulez dire un mot sur cette question des élections. Donc, quand on parle d'Elecam, je pense à mon père, monsieur le directeur général, le docteur Sousset. Absolument. Qui est mon père, qui est originaire de Yigi, qui nous encadre beaucoup. Voilà. Bon, j'allais vous demander s'il est d'accord pour lui, mais bon, c'est secondaire. Alors, cela dit, vous observez quand même, je vais dire, cette adversité, cette opposition, ce ton différent des vôtres, d'autres enfants de l'Oknanga et puis d'autres localités de cette grande région, de cette grande
ce grand département de Dunkam. Comment vous réagissez à tout cela, vos fils qui ne sont pas forcément d'accord, qui estiment qu'il y a peut-être d'abord spoliation des terres, qui sait aussi peut-être corruption pour exploiter cette zone-là, risque de faire partir tous ces animaux protégés et que c'est peut-être menace contre la biodiversité? Monsieur le député, votre question est très dense. Je vous laisse le temps de répondre. Elle est très dense parce que vous auriez pu la séquencer. Protection de la biodiversité, monsieur le député, je vous assure, dans l'administration, on peut tout dire. Vous avez des meilleurs experts dans le pays. Dans le décret de 27 avril 2023, exact. Ce décret, je pense, a des volets essentiels. Au-delà de l'UEFA qu'il crée, ce décret demande que nos villages soient identifiés. Ce décret demande que le concessionnaire qui arrivera devra permettre aux populations de rentrer dans leur village. C'est dit dans le décret. Mais monsieur, c'est l'article 4. D'accord. Je dis, votre interrogation est pertinente. Parce que beaucoup de gens parlent de l'UEFA. Personne ne veut voir cet aspect spécifique, ces aspects particuliers. Et dans l'analyse des textes, quand il y a dans une phrase, il y a le général et qu'il y a le spécial déroge au général. Absolument. Donc ça veut dire que même s'il y a l'UEFA d'un côté, le décret dit identifier les villages de l'Onaga, conduire la population de l'Onaga dans leur village. Et lors de la réunion tenue par le préfet, après ce décret d'avril dernier, le préfet nous a rassuré qu'en dehors du concessionnaire, les autres administrations, dans les domaines multisectoriels, seront appelées pour accompagner nos deux populations. Donc, dans le même décret, M. le député, il est prévu que des études doivent être faites pour la protection de la faune. Donc, il est prévu qu'un parc soit également fait. Mais également, il y a une insistance dans ce même décret pour la protection de la biodiversité, la lutte contre le braconnage. Tout cela est dans l'article 4. Et je voudrais dire que ce décret est révolutionnaire. Il y avait des UEFA, maintenant il y a l'UEFA qui est à Dodanga. Par rapport à d'autres, à la diversité, bon, peut-être seulement que je ne voudrais pas reprendre ce terme, parce que la diversité, c'est clivant. Bon, en fait, non, monsieur le député, vous avez pleinement raison, parce que ce n'est pas seulement un sort de code différent, mais c'est véritablement de la diversité. C'est véritablement de la diversité. Vous avez bien pesé vos mots en tant que journaliste d'investigation, vous savez de quoi vous parlez. Mais moi, en tant que chef de canton, qui suis le ciment de l'unité de ma communauté, j'ai vu d'utiliser certains mots qui divisent. Parce que si on commence à utiliser certains mots, je risque d'en arriver auprès de personnes. Absolument. Moi, je ne suis pas là dans cette affaire, parce que si vous acceptez assumer certaines fonctions, vous acceptez toutes sortes de dérives, toutes sortes d'injures, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais je veux seulement dire que, en toute sagesse, en tant que chef, monsieur le député, nous sommes dans une république. Et nous ne pouvons pas fonctionner sans des lois. Ça, c'est sûr. En tant que chef, je ne sais pas, vous m'avez invité en tant que chef traditionnel. Bien sûr. Mais pour agir, pour réagir, pour me comporter en tant que chef, mais il y a un texte qui régit mon activité chefale. C'est le décret 1977. Les articles 19 et 20 disent que, je suis un auxiliaire d'administration. Auxiliaire veut dire vous assistez. Garant. Vous êtes assisté, vous êtes aide. Ça veut dire que vous n'êtes pas un collaborateur. Le collaborateur, c'est un conseiller. Vous aidez. Ça veut dire que, je ne sais pas, vous aidez. Et deuxièmement, l'article veut dire, vous transmettez, vous êtes là pour recevoir les directives d'administration, pour les transmettre à votre population et veiller à l'exécution de cette directive. C'est lorsque le décret public arrive. Je n'ai pas de combattre l'affaire. Et puis, c'est un acte administratif. Il est d'application immédiate. Quand le décret arrive, le préfet me dit, monsieur le chef, le décret public est arrivé avec le visa du président de la République. Ah oui.
Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le décret, vous allez présenter le décret, vous parlez du décret à votre communauté, vous dites, des patrons, vous parlez. Voilà. Justement, en parlant des communautés, oui, je voulais... J'en viens. Allez-y. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans ce cadre-là, ou bien vous pensez que lorsque le décret peut vous signer, vous allez organiser les meetings d'opposition pour critiquer le Premier ministre, vous n'êtes plus chef. Moi, si je le fais, je suis plus chef. Moi, je ne peux pas le faire. Si je veux le faire, j'adresse ma démission au préfet et au gouverneur, et puis je dis, je suis plus chef, je prends ma liberté pour faire ce que je veux, ou bien je pose ma robe d'avocat pour aller au palais. Mais tant que je suis chef, je me conforme aux prescriptions du décret de 1977 sur les actes du chef. Maintenant, s'il y a un texte, ou bien l'attitude de l'administration qui fait grief à ma communauté, monsieur le député, il y a les moyens pour faire part de cela à l'administration. Il y a les recours, il y a les demandes d'audience. Aujourd'hui, plus que jamais, je l'ai découvert, quand vous sortez l'audience auprès d'une autorité, elle vous reçoit. Parfois, elle vous reçoit, à votre grande surprise, accompagné de conseils techniques. Vous pensez que vous allez recevoir dans son salon pour le métier une requête? Non. Vous êtes reçu dans une salle de conférence. À l'occasion de cette... Vous me mettez terminé. Allez-y. Je dis, vous êtes très bien reçu. Moi, j'ai des photos, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, on est bien reçu et on fait part de ce que nous passons. Et je pense que, c'est pourquoi je vous ai dit que la chefferie est une activité qui est assez complexe. Vous ne pouvez pas avoir affaire à l'administration dans le cadre d'un décret. Et vous estimez que vous devez critiquer l'administration dans Est-ce que vous avez néanmoins remonté quand même? J'en viens. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui percer la tête. Non. L'administration, pour prendre ce décret en 2023, il y a une loi sur la foresterie. Il y a une loi qui existe depuis 1995. Il faut d'abord commencer par modifier cette loi. Pourquoi, monsieur le député? Il faut d'abord commencer par exclure cette loi. Cette loi n'a pas été créée pour lutter contre le Rwanda. Donc nous devons être assez compréhensifs pour dire que cette loi existe depuis 30 ans. Elle s'applique aux autres communautés. Au moins 120, 100 ans d'UEFA. À côté à Diki, chez nous, il y a une UEFA 004 qui est là-bas. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc je dis qu'il y a un problème. S'il y a un problème, il y a un problème. Je dis et je maintiens que tout le monde sait lire. Au moins ce français qui est écrit dans les textes, que bon voilà, une compréhension d'un domaine privé de l'État, la procédure d'avoir un titre foncier, ça fait problème. Exact. Ça fait problème. Mais, je dis, dans une démarche, on se calme, on se concerte, on voit dans quelle mesure de personnes de commerce facile, avec tout le respect qui est dû à nos autorités, comment porter notre audience. Vous allez faire asseoir les bananes? Vous dites? Vous allez faire asseoir les bananes? Je vous dis, on ne gère pas un comité à la télé. Exact, ok. Je ne gère pas un comité à la télé. Mais il y a le temps, on ne gère pas un comité à la télé. Mais je dis que, mais je pense que, je ne sais pas pour parler de moi, mais les procès me en font foi. Je suis dans la concertation permanente avec les chefs. Concertation permanente. Et je suis en communication avec mes élites chaque fois que cela est nécessaire. Dans le respect, tout se fait dans le respect de tous et de chacun. Voilà. D'accord. Maintenant, je n'ai pas terminé. Je dis une chose. Il faut éviter de se comporter comme des pyromanes. Monsieur le député. Les terrains d'Aquanor, de Bounamoussa, de Côte de Bakepe, font l'objet d'un décret d'incorporation dans le domaine privé de l'État. Les terrains Maïtu. C'est un décret de 1983. Et il faut également l'objet d'un titre foncier au nom de l'État. Là où les gens ont, là où des personnes et des sociétés, des personnes ont des titres fonciers à Aquanor, je vous le dis, allez à la Maïtu demain, vous allez trouver le décret présidentiel, je dis présidentiel, qui incorpore dans le domaine privé de l'État les terrains de Bounamoussa, de Makepe, de Koto, etc. Et qui font l'objet d'un titre foncier au nom de l'État. Mais le concessionnaire, qui est la Maïtu, les met en valeur. Lorsque les met en valeur, les populations, les particuliers occupent ces terrains,
font la demande auprès de l'État et obtiennent de toute forcée. Ça veut dire que, vraiment, sincèrement, je peux avoir des inquiétudes, mais je me dis, au regard du cas de la baïture, du cas des terrains de Douala, où il y a incorporation d'un privé d'État, plus un titre foncier d'État, et que les privés ont un titre foncier, je ne comprends pas comment, moi aujourd'hui, un salaire d'Onanga, je peux demander un titre foncier à l'État et qu'on me le refuse. Je l'aurais. Je pense que, au jour où nous sommes, ce qui est intéressant, c'est de dire merci que nos villages seront identifiés. Nous aurons des moyens pour les identifier. Et lorsque nous serons identifiés, nous aurons également la possibilité d'y être reconduits. Et maintenant, je dis dans la stratégie, la vie c'est une question de discussion, de bataille. La bataille de retour, d'abord la reconnaissance de nos villages est gagnée par le décret Premier ministre. La bataille de retour est en train d'être gagnée par ce même décret. Il faudrait que nous rentrions installés sur nos terres. Pendant que nous sommes sur le chemin, nous allons continuer à porter nos doléances à qui de droit. Vous ne pouvez pas rester à Douala ou à Yaoundé. Vous commencez à faire les affaires au village. Soyons d'abord au village. Et là, je pense que nous serons plus forts. C'est une évidence. C'est une évidence, monsieur le député. Vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose alors que vous n'y êtes pas. Soyons d'abord là, rentrons d'abord. Pendant que nous sommes sur le chemin de retour, nous continuons à porter nos doléances. Et d'ailleurs, dans le cadre de la négociation des cahiers des charges, toutes les doléances vont être portées dans le cahier des charges. On n'interdit à personne de parler, on n'interdit à personne d'écrire, mais essayons d'écrire dans l'ordre, essayons d'écrire dans le respect des autres. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Bon, là, la question est davantage posée à l'avocat, moins au chef traditionnel. N'y a-t-il pas d'autre moyen de désenclaver cette forêt? Je dis, doit-on nécessairement passer par une UEFA? Monsieur le député, ce n'est pas une question à l'avocat. Mais parce que l'avocat, c'est pas une question de droit. Mais bon, c'est une question à un citoyen ordinaire. D'accord. Bon, mais je veux seulement dire que, vous savez, regardez, vous connaissez l'histoire des péages? Les péages qui sont en train de construire. Vous pouvez nous la compter aussi. Non, mais vous la connaissez mieux que moi. Je pense que d'après ce que j'ai appris, vraiment qu'on me pardonne, si je n'ai pas la bonne information, c'est un partenariat privé-public. Absolument. Vous dites absolument, donc vous confirmez. Donc je dis que même le désenclavement qui est là-bas, l'État dit, bon voilà, j'ai une communauté, si quelqu'un peut y prendre du bois, payer quelques impôts, faire ouvrir les pistes pour permettre à ma communauté, à cette communauté de rentrer chez elle, bon, payer quelques impôts, quelques taxes à la mairie, accompagner cette communauté dans les autres de projet. L'État dit, mais je fais d'une pierre plusieurs coups. Plusieurs coups. Mais je me dis qu'il y a une question de priorité. Entre les routes de Douala, où nous sommes de Yaoundé, là où il y a une forte concentration de population, et les pistes dans les villages qu'il faut désenclaver, bon, je pense que l'État peut se dire c'est une priorité, mais la question qui peut se poser, est-ce que si l'État nous laissait, nous la communauté, aller chercher nos partenaires privés pour venir nous accompagner, bon, c'était une possibilité sûrement, mais dans combien de temps? Est-ce que nous allions avoir les habitations de l'État alors que depuis 20 ans, l'État et les ONG sont en train de bagarrer sur la forêt de bois? Est-ce que l'État peut nous laisser? Parce que si l'État nous laissait aller chercher les partenaires, mais je dis pas moi, parce que moi je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne connais rien dans les affaires, vraiment. Je suis avocat, mais les affaires, ce n'est pas mon affaire. Peut-être mes élites, qui sont des grands hommes d'affaires, qui sont des grands hommes d'affaires, des grands intellectuels, pouvaient chercher trouver des partenaires pour venir désenclaver d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que l'État allait les permettre à mesure de le faire? Est-ce que les ONG qui veulent faire toujours un parc allaient laisser mes élites le faire? Mais je ne suis pas désespéré, puisque nos villages vont être identifiés. Est-ce qu'à l'aide de nos villages, nous n'aurons pas la possibilité de faire ce que nous voulons? C'est aussi la question. D'accord. Alors, je voudrais savoir, lorsque le décret a été retiré, le décret de 2020 a été retiré, est-ce qu'il y a des démarches à votre niveau pour qui s'est peut-être
demander au président d'infléchir sa position, de revenir sur cette décision. Est-ce que les autorités traditionnelles, les autorités locales ou alors les autres acteurs ont sollicité le président de la République pour cela? Oui, monsieur le député. D'accord. Je vous dis tantôt que le conseil municipal a sollicité le président de la République afin qu'il devienne sur le route de fait. Les chefs également, je dis moi, j'étais à la suite du conseil municipal, le conseil de la municipalité de Lingui, de 25 conseillers. J'étais parmi ceux qui ont demandé, qui ont pris au chef de l'État de revenir sur sa décision de route de fait. D'accord. Parlons à présent de la journée de l'état civil. À Yaoundé, le CNDH a commis une déclaration pour évidemment encourager les uns et les autres à faire leurs actes de naissance, entre autres. Face à la recrudescence des cas d'enfants sans acte de naissance à travers les 10 régions et les contraintes administratives que cette situation provoque, la Commission des droits de l'homme du Cameroun établit les responsabilités et déplore la négligence de certains parents dans le respect des délais prévus par la loi pour la déclaration des faits d'état civil, le laxisme de certains officiers d'état civil à s'intéresser à l'enregistrement des faits d'état civil. La Commission James Mwangi s'offusque contre l'exigibilité des frais d'enregistrement par certains officiers d'état civil véreux, le coût prohibitif des procédures, l'accès difficile aux différents centres d'établissement. Par ailleurs, elle dit être préoccupée par le retard observé dans le lancement de la grande campagne nationale d'établissement des actes de naissance, pourtant annoncée depuis le 1er avril 2022. Pour braver ces obstacles, la Commission des droits de l'homme recommande au pouvoir public de renforcer la synergie d'action entre les municipalités et les autres institutions publiques responsables de l'établissement des actes de naissance et des cartes nationales d'identité. Particulièrement à toutes les mairies, elle recommande d'accentuer la sensibilisation des populations en général, dont les peuples autochtones, sur l'importance de déclarer les faits d'état civil dès leur survenance. Pour sa part, la Commission envisage renforcer ses campagnes d'enquête et d'éducation citoyenne sur le terrain. Il faut noter que cette déclaration intervient à l'occasion de la 6e édition de la Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales de l'état civil le 10 août 2023. Sa Majesté Jean-Paul Singha, c'est bien cela, est l'invité de ce dimanche. Évidemment, nous sommes en train d'aborder les contours du décret du Premier ministre d'avril 2023 qui consacre une UFA, Unité forestière d'aménagement, au niveau du camp, notamment concernant la forêt de Ebo, une forêt dense, riche. Et ce soir, on en parle pour mieux comprendre. Alors, après ce décret, aujourd'hui, en tant que fils de la localité, comment vous entrevoyez la suite? La suite est d'abord légale. D'accord. Ça veut dire qu'il y a la négociation, j'allais dire la négociation cahier des charges. Le cahier des charges, c'est entre l'administration, le concessionnaire et les populations. Le cahier des charges a été rédigé dans le cadre de ce projet sous l'égide du préfet de l'Assemblée maritime dans la localité de Massok. Ils ont déjà signé le cahier de charges. Donc, il a rassemblé les autorités administratives, le concessionnaire et la communauté. Dieu merci. Bon, je veux saluer le dynamisme de mon confrère Mahop Fidelon, votre ex-confrère journaliste, qui est président de ce comité de développement, qui a été comité de gestion, qui a été mis sur pied dans le cadre de l'Assemblée maritime de ce volet, quoi. Donc, voilà. Bon, donc nous attendons la négociation du cahier des charges. C'est au cours du cahier des charges, dans le cours de cette négociation, de cette discussion, que toutes les données seront portées, y compris les appréhensions dont je viens de faire état. Bon. Et toutes nos attentes également, en termes d'hôpitaux, de centres de santé, d'écoles, formation des jeunes, priorité au recrutement. Priorité au recrutement, oui. Construction des infrastructures sportives et plein d'autres choses. Maintenant, ce qui nous concerne,
il est question que les peurs des uns et des autres s'apaisent. Ça pèse. Et je ne vais pas dévoiler ici quelle est. Je vous ai dit, on ne gère pas une communauté à travers les médias ou les réseaux sociaux. Sinon, c'est une famille. Vous avez déjà vu quelle famille règle ces problèmes en plein air ou bien en public. Ça veut dire que lorsqu'une famille commence à régler ces problèmes dans les réseaux sociaux, elle cesse d'être une famille. La famille, son fonctionnement, c'est presque comme prescrit dans la Bible. C'est que vous appelez votre frère. Vous dites, mon frère, cette affaire-ci, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Le principe de contradictoire. Vous écoutez d'abord l'autre que vous mettez en cause avant de tirer toutes les décisions, toutes les leçons. Après, donc, on va se concerter. Lorsque nous allons nous concerter, naturellement, il sera dit dans ma communauté, j'allais dire des chairpersons qui vont gérer cette affaire, qui comprennent mieux, ou bien qui prétendent comprendre mieux. Parce que je pense qu'à un moment donné, chacun doit connaître sa place. Vous êtes chef, vous êtes là pour coordonner, pour donner l'impulsion, pour orienter. Bon, vous n'avez pas de difficulté pour être partout. Donc vous pouvez laisser la place. C'est comme ça que moi je fonctionne. Il faut laisser aux autres la possibilité de s'exprimer, la possibilité de suivre certains dossiers. Bon, voilà. Donc voilà, il faut se rassembler, être proche des autorités, parce que vous ne pouvez pas. Je vous ai dit, c'est de l'autre côté de la chefferie. Vous ne pouvez pas porter sur votre dos d'administration. Un de mes papas, ça disait qu'on n'a fait pas d'administration au front. Donc, et puis, il faut se rassembler, discuter, faire un état de d'audience et le porter lors de l'addition au cas des charges. Et sûrement, d'autres choses que nous attendons faire. Donc, il faut se mobiliser, mais le seul mot que j'ai, c'est que, comme je l'ai toujours dit, c'est que nous devons rentrer. Parce que je dis, l'administration n'est pas une machine à écraser. Donc, on ne peut pas trouver une administration qui est constituée d'hommes et de femmes, qui sont quand même pleins d'humanité. L'administration ne peut pas trouver des gens installés chez eux dans leur village, ce qu'on appelle village, avec les tombes de nos aïeux, les tombes de nos parents. Et nous demander de partir, parce que l'administration peut faire un titre foncé. Je pense que même ceux qui viendront faire des relevés topographiques pour ce titre foncé-là, éventuellement, si ça constateront que nous sommes installés chez nous et qu'il est impossible, voire même illégal, sur le plan de convention internationale, d'exproprier une communauté autochtone de cette terre pour la deuxième fois. C'est pas cela, pas possible. Mais je pense que nous avons des garanties des autorités gouvernementales que nous ne serons pas expropriés. Bon, maintenant, cela a été dit. Ces autorités qui ont échangé avec nous sont de bonne foi. Mais la question, c'est si ces personnes ne sont pas là aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'acte, de document officiel. C'est la raison pour laquelle il faut repartir. Il faut poser. Parce que l'administration, je vous dis, lorsque vous demandez l'audience à un ministre, vous êtes reçu. Hein? Bon, entre-temps, est-ce que vous avez quand même essayé d'approcher ceux de vos fils qui ne partagent pas votre point de vue? Monsieur le député, je ne vais pas. Je vous ai dit. Il ne s'agit pas de dévoiler ce que vous avez dit, mais au moins savoir si les démarches. Je parle, monsieur le député, le chef, un bon chef, pour paraphraser un grand administrateur, est là pour fédérer toutes les contradictions. Exact. La chefferie ne vous appartient pas. Ça, c'est certain. La chefferie n'est pas une affaire personnelle. Je pourrais vivre sans être chef. Je peux vivre sans être chef. Donc, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je n'en fais pas une affaire de vie ou de mort. Si vous êtes chef, c'est pour servir une communauté. Mais dès lors que vous êtes servir une communauté, vous n'en faites pas des affaires de la communauté, des affaires personnelles. Vous écoutez et vous devez servir avec beaucoup d'humilité et éviter de rentrer dans les débats qui risquent de diviser votre communauté. Maintenant, s'il y a un problème, qu'est-ce que ça se pose? Ou de rentrer dans les forums où tout se dit, tout ce qui ne devait même pas être dit, vous avez des communications inbox que vous pouvez faire avec vos élites, à vos parents qui le veulent bien. Vous les faites et puis vous laissez focus dans votre mission de rassembler, dans votre mission d'être surtout calme et avec beaucoup de sang-froid. Et vous restez toujours proche de Dieu. Là, il ne faut jamais l'oublier.
Parce que c'est Dieu qui vous a envoyé sur terre, il vous a envoyé une mission, et personne ne peut vous ôter la vie. Personne ne peut rien vous faire tant que vous êtes proche de Dieu. On peut vous plier, mais on ne peut jamais vous rompre. Ça, vraiment, il ne faut pas rêver. Donc, je dis, c'est pas... Vous le dites comme si vous êtes menacé physiquement, spirituellement. Mais non, c'est pour dire que parce que vous avez parlé d'adversité. Ah, d'accord. Vous avez parlé d'adversité. Bon, peut-être que vous avez des informations par rapport aux menaces dont je serai l'objet. Bon, peut-être que vous avez des informations. Non, je n'en ai pas. Non, qui peuvent. C'est juste une question. Je dis, un journaliste ne dit pas des choses. Je vous dis, un journaliste ne dit pas des choses en l'air. Si un journaliste dit quelque chose, c'est des choses fondées. C'est des choses fondées. Je dis c'est fondé, ce que vous dites est effectivement fondé. Bon, peut-être que je dis ce que vous dites est fondé. Ce que vous dites est fondé. Mais moi je dis, vous avez chose à prouver toutes les contradictions. Donc, et vous faites ce que vous avez à faire sans état d'âme. Donc, ce que vous devez faire quand il y a une situation. Mais, et puis maintenant, qu'est-ce qui est important? Est-ce de retour sur nos terres, des situations de nos villages, ou alors c'est dans les disputes qui ne font pas avancer. Je pense que je dois d'abord avancer. Absolument. J'avance. Les disputes, on peut les gérer après. Pour ça, on avance et on gère et éviter de mettre... Parce que le risque, c'est quoi? Or, chaque fois qu'on vient au canton de Runanga, on dit « Ah, ces gens ne sont jamais contents. » Quoi qu'on fasse pour eux, il y aura des gens qui sont à Douala, qui sont éparpillés. On leur dit, bon, peut-être d'abord ça avancer. Au lieu d'avancer, ils disent que non. Nous, on laisse d'abord discuter. On peut nous dire, bon, ok, vous ne voulez pas rentrer. Discutez. Pendant 30 ans. Encore. Oh, je pense que la sagesse voudrait que nous disions d'abord merci. Parce que ceux qui disent merci en demandent encore. Absolument. Nous disons merci pour ce que nous avons eu. Grand merci au président de la République. Grand merci au Premier ministre. Grand merci aux administrations. Aux hommes de bonne volonté qui nous ont accompagnés pour obtenir déjà l'identification de nos villages, pour obtenir le principe de retour sur nos terres. Maintenant, pour le reste, on va devoir saura comment gérer. Parlons de la journée des peuples autochtones qui s'est célébrée cette semaine. Nous allons de nouveau du côté de la régie pour en savoir davantage. Ces dernières années au Cameroun, de nombreuses plaintes ont été enregistrées relativement à la destruction des milieux de socialisation des peuples autochtones et surtout à la faible prise en compte des exigences de survie des peuples vulnérables par les conservateurs. Le mal est profond, surtout que pour les communautés autochtones, ce sont des questions vitales. C'est-à-dire que les différents défis que les Bororo et les autres populations autochtones font face au Cameroun, c'est la particularité de leur mode de vie, c'est-à-dire vivre au jour le jour dans la nature et avec la nature. Et ça, les services sociaux de base ne sont pas là. Cette table ronde vise à mettre en cohérence les politiques publiques avec les actions des peuples autochtones en tant qu'acteurs de la conservation de la biodiversité. Il s'agit en outre d'une occasion pour ces différentes communautés de porter leur plaidoyer pour leur droit au bénéfice direct et équitable de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles. Notre ambition est de renforcer la promotion des droits collectifs des populations autochtones et spécifiquement à travers l'accès à l'état civil, la participation à la vie politique ainsi que leur rôle dans la conservation et la préservation de la biodiversité. Il faut noter que cette rencontre constitue l'activité officielle autour de laquelle la Journée internationale des populations autochtones est célébrée au Cameroun. Autour sur le plateau. Alors, Majesté, pour peut-être sortir cette dernière ligne droite de l'émission, concrètement, en termes d'infrastructure, en tant que chef, en termes de développement, en termes de désenclavement, qu'espérez-vous? Nous devons être proactifs. Il faudrait que la communauté soit davantage unie. Parce que il y a l'axe central, il y a la matrice des solutions et la périphérie. L'élément matriciel
dans ce dossier, c'est le retour. Donc il faut se mobiliser. Parce que si on demande de rentrer chez nous et qu'on n'est pas mobilisé, mais ça va échouer. C'est comme le cas de transport des élèves qui arrivent à la sortie des classes. Et si vous n'êtes pas regroupé pour l'emprunter, si vous l'emprunterez pas, le manquer. Voilà, vous allez le manquer. Vous allez le rater. Je pense qu'il faudrait qu'on soit mobilisé et que plus que jamais, qu'on soit closely linked, qu'on soit vraiment serré, coude à coude, enfin de coude à coude, plus que jamais. Et nous savons le faire. Nous savons le faire. Et ce que nous espérons, c'est que dès la semaine, d'ici le mois de novembre, pour attendre que les routes deviennent praticables, et que d'ici le mois de novembre, que le cahier de charges soit rapidement mis sur pied, soit rapidement rédigé, et que les travaux commencent. Et si les travaux commencent, nous espérons que avant le mois d'avril, nous serons chacun dans son village. Avant le mois d'avril 2024. Oui, Vous avez toute confiance en l'autorité. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. D'accord. Il ne faut pas rester dans les réseaux sociaux. Ou bien rester dans les réseaux sociaux pour animer la haine et la médisance vis-à-vis des autres. Il faut être sur le terrain. Quand on me parle d'opposition, on me parle de ceci, de cela, mais il faut être in situ. Alors à l'Oudanga, c'est pas que nous allons parler, si nous allons dire si il faut lui, il ne faut pas. S'il faut des pistes, il ne faut pas. Vous ne pouvez pas imaginer que lorsque un Lonanga décède à Douala, je dis un Lonanga, on lui dit, monsieur, les cimetières de Douala sont pleins. Vous n'avez pas de place. Alors que le Lonanga a vécu ici à Douala, ses parents depuis près de 70 ans. Il est né à Douala depuis près de 60 ans. Lorsqu'il descend du non, il n'y a pas de place pour lui, pour son animation à Douala. Vous imaginez? Et c'est la pose de discours dans les familles. Oh, les enfants veulent dire, on allume ici à la maison. L'épouse dit, à PK 21. La famille dit, non, 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 non. On va porter le cercueil sur la tête. La dit, moi, je n'ai pas assez de force pour accepter qu'on pose le cercueil de mon mari sur la tête. Mais nous sommes arrivés à inhumer certains chefs de Yingi ici à Douala. Pas un, pas deux. À cause de cet enclavement. À cause de cet enclavement. Et je vous dis quelque chose. Le désenclavement, lorsque l'UEFA a raté en 2020, le concessionnaire qui s'était préparé à soumissionner avec beaucoup de force dans le cadre de cette UEFA, s'est rapproché du député, l'honorable Samuel Mott. Il a dit, mais écoutez, moi, je voudrais vous montrer quand même de quoi je suis capable. Ce monsieur a ouvert toute une piste du côté d'Obiakat. Et le jour de la réception de cette piste, j'ai été invité par le préfet. Je me suis rendu sur les lieux de la manifestation. J'étais émerveillé. J'ai passé un même mot au préfet en disant au préfet, monsieur le préfet, je vous pleure tous les jours auprès de vous pour vous dire, pour venir au défilé du 20 mai. Nous avons 3 jours de voyage. Pour venir au défilé du 20 mai dans le champ de mon lancement. Je fais 1 jour de voyage pour arriver à Douala, avec ma communauté. Elle passe à nous à Douala. Et le matin, dans la matinée du 20 mai, nous dirigeons à Yingi. Quand le défilé se termine, nous rentrons à Douala. Et le 21, nous prenons la route pour aller à Lonanga. Or, si la piste, les 40 km étaient ouverts, nous irons au défilé comme tout le monde et nous reviendrons au village simplement. Et c'est à cette occasion que le préfet interpelle l'opérateur, le forestier, vous dit, bon, vraiment, vous avez été gentil avec Lonanga, avec le Dobiakat, les Lonanga sont leurs voisins, faites quelque chose. C'est dans ce sens que ce forestier viendra reprofiler 7 km de la piste que son collègue avait laissé il y a 40 ans, qui nous permet aujourd'hui de faire ces 7 km en 5 minutes, 7 km que nous faisons en 1h30, à l'intérieur de Lonanga. Et aujourd'hui, ce forestier, sans UFA, a ouvert et est en train d'ouvrir la piste Lonanga-Iboti, qui nous permettra de en avant
de région de Yingui, sans passer par la Sénégal maritime. Et je vais vous répéter quelque chose. Le forestier a entrepris ses travaux à la demande du préfet, de manière gracieuse, parce qu'il a commencé ses travaux au mois de novembre 2022. Je me souviens que j'ai perdu un de mes parents, chaud de 3 degrés. En décembre, on a inhumé en janvier sur la piste que ce forestier venait de faire. Donc quand le décret de l'UEFA de 2023 arrive en avril dernier, il y avait ce forestier n'avait aucun intérêt. Parfois, il disait, il s'est engagé à faire un travail gracieux dans lequel il a de laisser les plumes en termes de fonds. Donc je dis que, parce que je dis, M. Dipida, la forêt communale, la forêt communautaire n'a pas autant de moyens qu'une société forestière qui est engagée dans le cadre de l'UEFA. J'ai vu ce que cette société a pu faire à ce jour. Je reste très optimiste. Prenons le dernier reportage de ce soir. On va cette fois-ci parler de la commémoration de 109 ans de Tété Kombo, Rudolf Douala Mangabel, dont les activités ont eu lieu cette semaine ici à Douala. Il est donc question de réhabilitation. Suivez plutôt l'hommage. Comme une jeune plante qui a besoin d'eau pour grandir, le processus de réhabilitation de Rudolf Douala Mangabel, point saillant de Tété Kombo 2023, s'est fait dans une ville de Douala arrosée par la pluie. Signe de la nature et don du ciel, une chose est sûre, celle-ci n'a freiné aucune ardeur. Qu'ils soient politiques, civils ou traditionnels, tous ont tenu à commémorer l'an 109 de la pendaison de Rudolf Douala Mangabel. La ministre des Affaires étrangères allemande est arrivée au Cameroun. Elle venait en portant dans ses bagages l'idée de reconnaître ce qui s'est passé il y a 109 ans. Et donc de prendre en considération que désormais les Allemands sont sur le point de s'excuser en quelque sorte et donc d'aller vers la réhabilitation. Donc on est sur le chemin de la réhabilitation et c'est l'esprit de ce qui s'est fait cette fois. Ouais. Rituel traditionnel. Dépôt de gerbes de fleurs. Richard Din Mangabel, pour lequel on vient de déposer la gerbe de fleurs, est le jeune frère de Rudolf Douala Mangabel. Et donc, après la pendaison de son aîné, il a repris le flambeau pour poursuivre sa lutte contre l'expropriation. La réhabilitation en cours, une série en hommage à Rudolf Douala Mangabel, est en projet. Rudolf Douala Mangabel is someone who was born here, who fight a lot here, but he is also... Rudolf Douala Mangabel est né ici. Il a énormément lutté ici. Il est également connu dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle un réalisateur américain a décidé de faire une série à la télévision en hommage au roi allemand. Il y a quelques années déjà, il a produit un court-métrage sur le roi allemand au sujet de la vie de Rudolf Douala Mangabel. Le monde est à présent au fait de ce qui se passe maintenant au sujet de la vie de Rudolf Douala Mangabel, son combat, également comment ceux qui l'ont assassiné doivent reconnaître leurs crimes et s'en excuser. And how they have to apologize about this crime. Tété Kombo, ou la commémoration de l'héroïsme et l'engagement de Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine, le clap de fin de cette édition 2023 a eu lieu ce 8 août, ici à Douala. Clap de fin de Tété Kombo, nous sommes également arrivés au terme pratiquement de cette émission. On va peut-être avoir un dernier mot avec notre invité, Sa Majesté Jean-Paul Zingha. Alors, dites-nous aujourd'hui, maintenant que vous rentrez dans votre localité éventuellement, combien de temps donnez-vous au pouvoir public? Non. Vous ne serez pas exigeant. Non, je n'ai pas dit qu'il ne soit pas exigeant. Vous savez, il ne faut pas être condescendant. Il faut être respectueux des autorités qui nous gouvernent. Dire merci pour ce qu'elles font quotidiennement pour le Cameroun et pour nous. Tout est d'abord une affaire de contact. Absolument.
c'est d'abord une affaire de contact. Tout est d'abord une affaire de politesse. Donc je pense que, et tout est également des moyens dont dispose l'État. Et je pense que nous devons nous organiser. C'est d'abord nous. Quand il y a quelque chose de ne marche pas, commençons d'abord par nous mettre nous-mêmes en question. Donc nous devons d'abord nous organiser. L'enthousiasme que nous allons avoir, l'entrain, si nous sommes proactifs, l'administration également va être proactive. C'est-à-dire que c'est l'ONAG là tous les jours. Pour la petite histoire, le maire m'a dit, ça m'a dit, vous écrivez trop pour faire des évacuations pour votre communauté. Je lui ai dit, mais monsieur le maire, je suis dans mon rôle. De temps en temps, il dit, ah, je sais, je veux faire. Et à ceux-là qui pensent qu'il y a eu des actes de corruption, des actes de malveillance pour que cette UEFA-là soit... Je pense que ce genre de sujet ne me met pas mal à l'aise. Parce qu'il risque de tomber dans des affaires de personnes que je ne voudrais pas parler. Parce que si on vous dit, on vous a corrompu, je ne sais pas. Moi, je sais que, à ma connaissance, aucun foncier n'a construit une maison à quelqu'un. À ma connaissance. Et je pense que, parlant de l'UEFA, avant que l'UEFA n'arrive, j'étais déjà installé à Lourdanga 15 ans auparavant, à Yingui 2 ans auparavant. C'est connu. Et lorsqu'on arrive à Yingui ou à Lourdanga, je pense que modestement, on peut pas demander où se trouve Maître Singha Jean Police là. Et c'est des propos, lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on parle de je sais pas quoi là. Mais c'est des sujets, comme ces sujets-là sont évoqués par ma communauté, je préfère ne pas en parler pour continuer à la couvrir et ceux qui tiennent ce genre de propos. Parce que lorsqu'on avance ce genre de propos abjects, il faut en rapporter la preuve. Absolument. Il faut en rapporter la preuve. Parce que je dis, le fait, je dis être pro-UEFA ou anti-UEFA, c'est une opinion. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été corrompu à côté du décret du Premier ministre. Mais quand on parle de qu'est-ce qu'il y a à notre décret du Premier ministre? Je dis, c'est une option, c'est une politique de mouvement. Comme ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre leur machette ou bien leur scie, faire la coupe sauvage du bois. C'est comme ça que nous pensons que la coupe sauvage du bois ne peut pas développer une communauté. Et qu'il faut passer par des agents dont nous avons tous les bénéfices aujourd'hui. Donc, vous comprenez? Donc, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien les actes de la propagation de fausses nouvelles et l'injure ne construisent pas. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Je voudrais très sincèrement vous dire merci d'être parti d'aussi loin. Et vous souhaitez un bon retour chez vous, dans votre localité. Et que vivement toute cette actualité autour de cette forêt, autour de votre localité, des autres communautés d'ailleurs, puissent s'aplénir, s'assainir et que vivement toutes ces populations en bénéficient. Mais monsieur le député, je vous remercie énormément. Je pense que dans cette affaire, il y aura un happy end. Et puis, je pense que je suis au village, mais mon lieu d'activité professionnelle, c'est ici. Je n'ai pas encore pris la retraite définitive. Vivement que Dieu nous aide, que nos ancêtres nous viennent en aide et que nos noms, pas seulement les chefs, mais que nos élites, les enfants de bonne volonté de notre grand peuple puissent être inscrits dans le livre d'or, des gens qui ont tous œuvré dans l'amour et la paix pour demander leur communauté. Je vous remercie énormément. Majesté Jean-Paul Singha était l'invité de ce dimanche dans Face à l'actu. Il est par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Il a d'autres casquettes évidemment dans son rôle. Je voudrais vous dire merci d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. Et demain, c'est une nouvelle semaine d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir et à dimanche prochain.